Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha. Nous te recommandons ce moment, Seigneur, une fois de plus. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceci est vrai dans les Écritures, c'est également vrai dans ce monde, Seigneur, où le mensonge a élu domicile, où la vérité a complètement disparu. Nous voulons te recommander ce qu'on va faire ce matin une fois de plus. Merci pour les faveurs que tu nous accordes. Ce verset merveilleux vient jouer dans mon cœur. Lorsque des voix d'un homme près à Dieu lui donne la faveur. Merci pour la faveur, Seigneur, face à nos invités qui interviennent des pays étrangers. Justement, s'ils peuvent le faire, c'est parce que nous, scientifiques, ont décidé de fermer la bouche et de laisser mourir leurs frères, laisser vacciner leurs frères, laisser les tests PCR être enfoncés dans leurs narines. Seigneur, quel que soit ce que ça pourrait coûter après. Oh notre Dieu, l'Afrique retrouve sa place, comment je vais dire ça, dans ce monde de corruption, de méchanceté. C'est triste et c'est dommage. Mais nous pensons qu'il y a encore des lanceurs d'alerte qui peuvent dire la vérité. Merci parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez donc compris, votre émission a commencé, bel et bien commencé. Nous sommes contents de vous savoir très très nombreux à l'écoute, certainement des dizaines de milliers qui écoutent cette émission tous les jours. Le seul endroit où vous pouvez entendre la vérité, nous le son de cloche dans notre pays et même, je crois, en Afrique francophone. Nous posons notre main sur le cœur pour vous dire que c'est la vérité, rien que la vérité. Et parce que Dieu est un Dieu de vérité, il nous donne des hommes de vérité dans le monde scientifique. Alors, Salomon insiste pour me dire bonjour, j'ai vu son bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans toutes les régions où notre radio, les ondes peuvent arriver. Bonjour à ceux qui nous écoutent du côté de Macaque, du côté du sud Cameroun, une partie du littoral. Bienvenue à votre édition de Maranatha, une émission où vous êtes bel et bien encouragé. Casimir Tekayombe Duplessis, bonjour. Bonjour, pasteur Franklin, bonjour à nos nombreux auditeurs, bonjour à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui sont du côté de l'étranger, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Allemagne, France et bien d'autres encore. Bonjour à vous lorsque vous allez recevoir le message tout à l'heure. Le pasteur Duplessis a dit hier pour rire, bientôt Macron lui-même viendra ici pour défendre ses positions de mensonge et de confinement. Ah, pasteur Franklin, moi je serais très heureux, n'est-ce pas, de recevoir Macron sur cette antenne. Que lui nous explique un peu cette chose-là. Comment est-ce qu'il a fait? Les autres menteurs, là. Comment est-ce qu'une poignée de, je ne sais pas s'ils atteignent 50 personnes, ont réussi, n'est-ce pas, à tromper 8 milliards d'individus et imposer environ 5 milliards. Et imposer leur position dans pratiquement sur toute la planète. Comment est-ce qu'ils parviennent à effrayer près de même 54 l'argent pays? est en jeu, l'argent est en jeu. Oui. Je te dis par exemple qu'un test PCR, c'est autour de $200 dans certains pays, ça fait autour de 110 000 francs CFA. Oui. Et après 3 jours, il est périmé. Ça veut dire que si vous faites votre test PCR aujourd'hui et que vous aujourd'hui vous devez voyager dans 3 jours, si vous ratez votre voyage, il est périmé, vous devez recommencer. Ça vous fait encore 10 000 francs CFA ou $200 de plus. En tout cas, le médecin, le docteur Pierre Sacré, va le dire tout à l'heure, il est outré, il a été renvoyé. On souffle la musique, on essaie de voir si on peut le trouver dans sa Belgique natale. 25 ans d'expérience en médecine. 17 ans, bref, il va nous en parler tout à l'heure. On souffle la musique, on va chercher le docteur Pierre Sacré, on va en Belgique. Le même qu'hier, un couvre-feu, un reconfinement. Ce sont les droits de l'homme qui s'en prennent plein les dents. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Ne les laisse pas flinguer. Tout le code civil, en les laissant décider, ce sont nos droits qui tombent. Le docteur Pierre Sacré est bel et bien en ligne, en direct c'est Bruxelles ou... Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Cameroun, à Yaoundé. Merci. Merci, oui, bien.
Vous êtes bel et bien en direct de la 93.8 NB1, le média différent. Nous sommes situés au cœur du Cameroun, c'est la capitale Yaoundé. Vous avez accepté d'être notre invité ce matin, c'est un grand plaisir. Nous nous sentons honorés, docteur. Merci, moi très content. Vous m'entendez bien? Oui, nous vous entendons très bien. Ah bah super. J'espère que vous nous entendez aussi. Oui, très bien. Alors, disons-le comme ça, vous êtes docteur en médecine, chirurgie et accouchement en Belgique, c'est ça, depuis 25 ans. C'est bien ça. Vous êtes aussi anesthésiste, vous exercez la médecine de soins intensifs depuis 17 ans, oui, c'est ça? Tout à fait. Ce qui nous a marqué il y a quelques heures, parce que j'ai reçu votre vidéo de votre collègue, mais cette fois-là français, le docteur Gérard Delpine, qui est cancérologue, chirurgien, biostaticien. Je l'ai reçu vers 3 heures du matin hier, et je l'ai diffusé ici à la radio, n'est-ce pas? Et justement, j'ai eu ce désir-là de vous, d'entrer en contact avec vous pour la gouverne de nos auditeurs, qui sont très très nombreux, des dizaines de milliers. Vous dites dans cette vidéo que vous avez été licencié dans un hôpital où vous travaillez depuis environ 9 ans. 9 ans, c'est pas 9 jours, à cause d'un problème. Vos positions, vos opinions. À votre niveau, dites-nous un peu pour les auditeurs, j'ai essayé de dire ce que je savais, qui est le docteur Pascal Sacré. Oui, mais vous avez bien résumé en fait. Oui. Je suis un médecin belge. Voilà, depuis 25 ans, je suis diplômé depuis 25 ans. J'ai fait une spécialisation effectivement en Belgique en anesthésie. Ça s'appelle anesthésie-réanimation. Oui. Et puis j'ai fait encore une année supplémentaire pour travailler dans les soins intensifs. C'est des réanimations, mais oui, ça s'appelle comme ça en fait. Réanimation, soins intensifs, c'est un peu la même chose. Oui. En France, on appelle ça réanimation surtout. Oui. Mais en Belgique, on fait une année en plus. On peut faire une année en plus, un certificat. Voilà, donc je suis médecin, anesthésiste, intensiviste. Ça, j'ai terminé en 2003 et j'ai travaillé dans les soins intensifs et dans le centre de grands brûlés aussi, à Bruxelles. Voilà, et les 9 dernières années, je travaille dans un hôpital dans la région de Charleroi, Oui. en Belgique, où tout se passait bien sur un plan médical. Puis quand j'ai commencé à m'exprimer sur la crise, la gestion de la crise Covid-19 en Belgique, j'ai commencé à avoir des problèmes. On m'a menacé, on m'a dit qu'il fallait arrêter d'écrire, que c'était pas bien vu. J'écris des articles sur un site qui s'appelle mondialisation.ca, qui est en fait situé au Québec. Oui. Qui publie d'ailleurs plusieurs auteurs sur différents sujets d'actualité notamment, et il me publiait notamment par rapport à mes articles sur critiques sur voilà, et des articles de médecine aussi sur le Covid. Oui. Avant de continuer, docteur, je vais vous permettre, je ne sais pas si vous avez écouté cette musique, nous en avons fait, je vais dire, notre hymne ici depuis un certain temps. J'espère que je vais la retrouver. Je vais vous permettre de l'écouter parce que quand vous dites vos articles, on vous critique, en fait, vos articles ne leur plaisent pas, on ne veut pas vous fermer la bouche. Ça nous amène tout de suite à comprendre cette affaire de manque de liberté, cette dictature sanitaire qui s'installe de plus en plus dans tous les pays du monde. Tout à fait, exactement. Alors je vais vous permettre d'écouter cette musique. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée, elle vient de la France. D'accord. Oh. C'est donc ça la France, à l'aube de l'hiver. On va le faire avec nos techniciens. Si la musique est calée, c'est mieux, comme ça on aura un bon son. Allons-y, Casimir. C'est donc ça la France, à l'aube de l'hiver. On met tous un masque et c'est le même qu'hier. Un couvre-feu, un reconfinement. Ce sont les droits de l'homme qui s'en prennent plein les dents. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Ne les laisse pas flinguer tout le code civil en les laissant décider. Ce sont nos droits qu'ils torpillent. À la télé, toujours plus de morts. Tu mets BFM et t'es à Pearl Harbor. Ils veulent nous faire peur en nous parlant de guerre, pour mieux faire passer leur dictature sanitaire. Ne les laisse pas régner, ça ne tient qu'à un fil de voir débarquer l'armée direct à ton domicile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si on laissait prescrire les médecins, mais sans malade, plus besoin de vaccins, pour bien jouer le jeu de Big Pharma. Y a pas plus de lits, on est dans de beaux draps, on interdit de soigner
Les médecins de ville, on empêche de livrer. Les réserves de Plaquenil, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, on parle de ta santé, c'est elle qui est mise en péril. Tu ne peux sortir que pour travailler. Si tu veux du plaisir, tu peux te toucher. Et si on t'apprend que t'es pas essentiel, que ton existence est superficielle, là tu te sens brisé. Leurs mesures hostiles, t'as pas vu arriver, te servent le poison d'avril, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si tu n'adhères pas à la pensée unique, t'es qu'un complotiste, un égocentrique. Manifester pour eux, pas question. Y a-t-il encore une liberté d'expression? Non, tu te fais gazer par leurs projectiles. Dès qu'on est regroupés, ils nous envoient leur gorille, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, je parle de ta liberté. Lorsque nous essayons de nous rassembler, ils nous envoient le gorille. Lorsque vous dites le contraire, vous êtes complotiste, vous êtes traité de tous les noms d'oiseaux. Docteur, vous avez écouté ce chant, vous le connaissez? Oui, je connaissais, oui. Oui, très, très bien. C'est une façon différente, mais de contester aussi. Hein. C'est bien la chanson. Alors, docteur, nous sommes choqués de savoir qu'un médecin aussi expérimenté que vous, parce que vous essayez de dire la vérité sur ce que nous appelons aujourd'hui. Je dois vous dire en passant, vous le savez déjà, plusieurs de vos collègues sont intervenus ici en direct de Paris, parfois la Belgique belle, je vais dire Bruxelles, et quelquefois du Canada. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est d'ailleurs votre compatriote. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a également Santa qui est intervenu ici, qui m'a dit d'ailleurs hier que vous étiez quelqu'un de très bien. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que malgré vos cris, malgré la vérité que vous dites, les gens, le monde ne veut pas vous écouter, ils préfèrent enfoncer les humains là où nous allons aujourd'hui, docteur Pascal Sacré? Ah oui, moi c'est beaucoup de colère et d'énergie pour combattre ça. En fait, j'ai énormément, chaque jour, tous les jours je me lève le matin en me disant qu'est-ce que je dois faire pour continuer. On n'est pas seul, je vois bien qu'il y a dans d'autres pays des gens qui contestent, qui se lèvent, donc ça me donne de l'énergie pour continuer, que ce soit d'écrire, interpeller, je continuerai jusqu'au bout. Voilà. Alors dites-nous un peu en tant que médecin, vous, quels sont les manquements, qu'est-ce que vous avez constaté à votre niveau en Belgique? Vous avez travaillé dans cette histoire, vous avez observé. Expliquez-nous un peu, docteur. Oui, donc moi j'étais vraiment au bout en fait, en soins intensifs, donc je voyais des patients graves arriver. Et je me suis pas mal posé de questions, comment une infection virale pouvait amener à ça sans qu'on fasse rien. Et c'est ça qui me révolte en Belgique, mais je pense que c'est dans les autres pays, en Afrique, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a énormément à faire. J'ai découvert qu'il y avait énormément à faire pour que les gens, d'abord, ne tombent pas malades. Et s'ils tombaient malades, éviter qu'ils aillent à l'hôpital, et on ne le fait pas. Notre gouvernement ne propose que 3 choses, se masquer, rester chez soi et attendre un vaccin, c'est tout. Alors qu'il y a énormément de choses à faire sur une infection virale. Les médecins généralistes, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, c'est les médecins qui vont dans les maisons, qui reçoivent les patients avant d'aller à l'hôpital. Docteur, oui. Je ris parce que vous dites qu'ils vont dans les maisons. Ici, voir un médecin, parfois, c'est pas très différent de voir un dieu. Hein, ça, je sais de quoi je parle, nous avons essayé. Parfois, c'est très compliqué. Ils sont rares, ceux qui viennent chez vous. D'abord, il faut être peut-être un homme très riche pour avoir un médecin chez vous. Donc, c'est pour ça que je riais. Le problème de santé est très, très compliqué chez nous ici. Si vous faites le tour du Cameroun, vous allez voir les gens dans certains villages. Je sais de quoi je parle. Je connais un ami primé qui a perdu son enfant parce qu'il lui manquait un comprimé de paracétamol de 25 francs CFA. Je ne sais pas comment vous allez. Donc, c'est juste pour dire que c'est pas ce qui se passe chez vous. Allons-y. Mais en même temps, je trouve qu'il y a les gens, même sans voir un docteur, il y a plein de choses à faire. Oui. Et c'est même l'inverse de ce qu'ils font faire. C'est bouger, au lieu de rester chez soi, c'est bouger. Il y a quelques compléments alimentaires, des petites choses assez banales, mais très importantes à prendre, dans les vitamines, les compléments, les oligoéléments et tout ça. Et c'est de la médecine, mais très 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 basique. Oui. Que les docteurs ou le gouvernement, les experts, on a des experts, des virologues, mais ils savent parler que de vaccins. Rien d'autre chez nous. C'est tout ce qu'ils veulent, alors qu'il y a plein de conseils à donner aux gens et on n'en serait pas là.
Oui. Et même comme ça, hein, c'est une infection virale qui a une certaine mortalité qui ne justifie pas tout ce qu'on fait. La mortalité qui va être liée chez nous, en Europe en tout cas, les suicides, le chômage, les désespoirs, les dépressions, les retards de diagnostic, puisque on a arrêté d'hospitaliser des gens pour d'autres problèmes, ce sera bien plus mortel que cette maladie, donc c'est tout à fait aberrant, il n'y a vraiment plus de sens là, hein. C'est vraiment... voilà. Vous avez regardé Hold Up? S'il vous plaît? Vous avez regardé Hold Up? Hold Up? En fait, le documentaire, le film Hold Up. Oui, Hold Up, oui, mais je ne l'ai pas encore regardé, mais j'en avais vu des extraits. J'avoue que j'avais déjà vu d'autres films avant. Je suis assez familier finalement de ce qu'on montre dans ces films parce que j'avais beaucoup lu. Moi, il faut que vous sachiez que je m'intéresse à cette corruption dans la médecine et dans les gouvernements depuis des années en fait. Oui, allez-y. Il y a eu la grippe H1N1 hein, en 2009. Vous en avez entendu peut-être parler. Oui. On a déjà essayé de vacciner plein de gens, mais ça n'avait pas marché à ce moment-là, heureusement. Et moi, depuis, je regarde des films, je lis des livres. Mais c'est vrai que, voilà, Hold Up, je sais de quoi ça parle. Et j'adhère tout à fait à ce qu'ils disent, hein, complètement. J'ai eu, il y a quelques jours, le réalisateur de Hold Up ici, comment j'oublie son nom encore là, Pierre Barneyas, oui, qui disait que tous les chiffres sont là. 99,95% de personnes survivent du Covid. Autrement dit, le pourcentage de morts du Covid est presque insignifiant. Mais comment se fait-il que ces gens-là, que Crève-Cœur appelle des psychopathes, réussissent à confiner le monde entier et à détruire l'économie mondiale? Vous, médecin, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Pierre Barneyas? Et il a tout à fait raison. Je ne connais pas les chiffres précis, mais ça correspond à ce que j'ai déjà lu. Il faut savoir ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que les gens qui en meurent, en général, c'est pas, entre guillemets, un hasard, parce qu'ils ont énormément de facteurs de risque. D'ailleurs, ils seraient peut-être morts, de toute façon, d'une autre infection virale. Hein. Ils ont vraiment des comorbidités, comme nous on appelle ça en médecine, c'est-à-dire des maladies annexes, mais qui sont très importantes, diabète, maladie du sucre, obésité, donc ils ont un surpoids fort prononcé, ou des maladies chroniques qui les ont énormément affaiblis. C'est très très rare, ça existe, je sais, et la presse les présente toujours comme le symbole que le Covid est méchant. Docteur, ouais. Vous adressez à des dizaines de milliers de personnes, il y a certains qui sont dans des villages, alors je souhaiterais qu'ils vous comprennent très très bien. Vous dites que les gens qui en meurent ont souvent un problème de comorbidité, ça veut dire qu'ils ont 2 ou 3 maladies chroniques, n'est-ce pas? En fait, qu'ils devaient mourir quel que soit le cas. C'est ce que vous voulez dire? C'est ça. Oui. Une maladie du cœur, maladie aux poumons, hein, oui. Quand on est malade des poumons, maladie des reins, plusieurs maladies qui affaiblissent la personne, et l'infection virale finalement qui ne doit pas tuer quelqu'un en bonne santé, hein, oui. Elle va profiter de la situation et voilà. Et c'est presque tous les gens malheureusement hein, qui sont morts avaient des maladies comme ça. C'est très très rare, des personnes jeunes, il y en a peut-être eu, mais c'est très très rare. Oui. Donc même comme ça, c'est vrai, c'est une maladie qui n'a pas une mortalité. Donc je confirme ces chiffres, et c'est vrai, c'est dingue d'enfermer toutes les populations pour une si faible mortalité. Tout à fait, c'est bien là. Enfin là, il y a quelque chose de grave, hein, de gravissime même, je pense. Et vous avez été face à ces gens-là, et comme je vous pose des questions, vous confirmez, vous n'étiez pas là quand vos collègues intervenaient ici, de Paris ou d'autres pays. Ils ajoutent que même dans ces 0,05%, et je vais dans votre sens, en dehors de comorbidité, il y a aussi le fait que c'est des vieillards entre 75, 80, voire même 90 ans. Tout à fait, tout à fait. Il y a parfois quelques personnes plus jeunes, mais qui sont en général très malades quand même, et c'est de toute façon rare. Oui. C'est de toute façon rare, on ne peut pas enfermer toute une population pour quelques personnes comme ça. Et enfin, je l'ai dit au début, on n'a rien fait, on a désinformé les médecins de famille, hein, les médecins généralistes. Oui. Donc il y a des médicaments qu'on aurait pu donner à ces gens, ou en tout cas des consignes plus intelligentes que rester chez soi et faire que ça. Et du coup, ils ne seraient pas tombés malades, ou en tout cas pas longtemps, ils n'en seraient pas morts. Donc il y a ces deux choses-là, même si on prend tous les morts, ça ne justifie pas ce qu'ils ont mis en place.
mais en plus on aurait pu éviter plein de morts. Donc c'est grave ce qu'ils font les gouvernements. En tout cas le gouvernement belge. C'est très grave. C'est la même chose dans le monde entier. Hein. On ne comprend pas comment. Vous connaissez certainement les prévisions de Neil Ferguson, un prophète de malheur. Il annonce, je crois que vous... Allô, vous êtes là? Vous le connaissez? Vous avez entendu parler de lui? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai lu. Ben, je vous assure que je suis tout. En fait, un peu comme vous, à mon avis. Oui. J'ai suivi l'affaire. Hein. J'ai des classeurs remplis de textes parce que j'ai écrit des articles, donc je devais être en phase avec l'actualité. Je connais très bien. Enfin, je connais très bien. Il a prophétisé de façon générale des millions de morts, 65 millions environ en Afrique, 500 000 en France, un peu comme il a fait avec la grippe Arsenal, comme vous disiez tout à l'heure là. Et on voit aujourd'hui que ces prévisions s'avèrent fausses. Donc quand vous regardez les courbes de mortalité dans le monde aujourd'hui, vous voyez, la moyenne se situe autour par an. Vous avez environ 58 millions de morts dans le monde par an. Ils nous disent que le Covid a fait jusqu'ici environ 1 200 000 morts. C'est ce qu'ils disent. En vous écoutant, on constate qu'il y avait beaucoup de cas de comorbidité et des vieillards. Donc, même dans ces 1 200 000 morts, on a plus de 60% qui avaient 2 ou 3 maladies, pour que nos auteurs nous comprennent, sans compter des vieillards. Donc, finalement, le nombre est très, très petit. Comment se fait que ces gens-là, nos gouvernements, s'en foutent de 50 millions de morts, mais s'occupent d'une poignée de morts qu'ils appellent étiquettes Covid? Je pense que vous le savez, ou en tout cas... C'est pour nos auditeurs, docteur, c'est pour nos auditeurs. Oui. Mais les gens qui sont intervenus ont sûrement dû le dire, mais moi, à mon avis, il est fait. Hein, et d'une part, il y a des gens qui ont planifié ça, et un des objectifs, c'est de vacciner les gens. Oui. Et notamment, au travers de ce vaccin, il y en a qui vont plus loin, en disant que par ce vaccin, on va tuer en fait beaucoup de gens, et c'est un peu le but. Oui. Probablement, bien que, et c'est documenté, ça s'appelle l'eugénisme. Oui. C'est défendu par des gens connus, hein, oui. Rockefeller, tout ça. Donc il y a un but de dépeupler la planète pour pouvoir après faire passer des lois qui vont permettre un contrôle absolu de la population. Alors je sais que je vais très loin en disant ça, que ça peut paraître choquant ou un peu fort, mais si je dis ça, c'est que si je me permets de dire ça, c'est parce que j'en suis venu à cette conclusion en ayant beaucoup lu et étudié ça. Et je ne vois pas d'autre explication pour expliquer. Comme vous dites, il n'y a pas de raison. Donc c'est qu'ils poursuivent un autre but et on voit qu'ils veulent vraiment vacciner les gens. Ils vont commencer par les personnes âgées chez nous, oui. Donc, qui n'auront même pas le droit de refuser, je pense. Donc, or on sait que c'est pas un vaccin. Ça, on a dû vous le dire, ou oui. des personnes sont peut-être venues en parler aussi. C'est pas un vaccin. Ils appellent ça vaccin pour que les gens l'acceptent. Mais c'est pas un vaccin puisque c'est un produit expérimental qui n'a jamais été injecté dans l'histoire de la médecine à personne. Oui. On ne sait pas du tout ce que ça va faire. Ils veulent accélérer les procédures, évidemment, de validation en bypassant toutes les étapes de sécurité. Même des professeurs d'infectiologie, je dirais, académiques dans le système, disent que c'est de la folie, donc c'est vraiment de la folie. Et pourtant, ils veulent le faire. Ils sont complètement partis pour faire ça. Ils vont faire des centres de vaccination. Ce ne sera pas des médecins ni des infirmiers qui vont injecter ces vaccins. C'est pas des vaccins, c'est poison, on va dire. Donc c'est le but. Donc il y a l'argent, bien sûr, mais c'est pas que l'argent. Je ne peux pas penser que ce soit que l'argent. Un de vos collègues ici, je ne sais pas si vous connaissez, Radé, qui est scientifique comme vous, dans le corps médical, disait encore que ce qu'ils appellent vaccin a pour but de modifier l'ARN, n'est-ce pas, et même l'ADN, ce qui fait qu'on va réinitialiser des individus. En fait, nous serons un peu comme un genre d'ordinateur qu'on pourra contrôler à distance. Que pensez-vous de sa déclaration? Je pense qu'il a raison. Oui. En tout cas, c'est une probabilité, c'est faisable, la technologie existe et voilà, après on nous dit que non, mais en tout cas c'est de l'apprenti sorcier, c'est un produit qu'on n'a jamais injecté et c'est vrai, c'est de l'ARN messager et on ne sait pas ce qu'il va faire, donc le système immunitaire notre système immunitaire humain n'a jamais été confronté à ce genre de choses, donc ça peut être à la fois terrible au niveau des maladies que ça va provoquer, maladies auto-immunes, et ensuite effectivement ça peut aller jusqu'à une modification de notre génome. C'est gravissime parce que c'est point de non-retour, on ne sait pas revenir en arrière après.
C'est vraiment quelque chose de fou, en fait. Et on regarde une maladie qui a une mortalité très faible et qui est évitable par toute une série de moyens naturels qui ont été sous-utilisés, voire découragés par nos gouvernements. Donc, si vous voulez nous rejoindre, chers auditeurs, nous sommes bel et bien en direct de la Belgique. Nous recevons ce matin le docteur Pascal Sacré, n'est-ce pas, médecin qui intervient depuis la Belgique. Alors docteur, je vais vous poser comme ça une autre question. Comment comprendre que ces gens-là, vous êtes médecin, comment ont-ils réussi, je veux dire, à confiner le monde entier, à imposer le masque? Nous avons atteint un niveau où des hommes sont presque devenus fous. Vous voyez un homme dans sa voiture climatisée seul, il a un masque, moi j'appelle ici la muselière. Vous trouvez quelqu'un en pleine forêt, il a une muselière. Vous trouvez quelqu'un, on ne sait plus comment ces gens ont-ils réussi. Et vous les médecins, pourquoi avez-vous laissé ces gens arriver à ce niveau? C'est une question que je posais pour nos auditeurs. C'était moi que je posais la même question. Surtout qu'on suppose que l'Europe se dit civilisée. Et tout ça part de l'Occident, docteur. Oui, mais bon, en fait, pour moi, il faut distinguer deux choses. Il y a les instigateurs ou des personnes qui en profitent. Et là-dedans, il y a des médecins les experts, par exemple. Chaque gouvernement est entouré d'experts. Ces experts-là, voilà, ils reçoivent de l'argent. Et ils sont plus des médecins, pour moi. Ils reçoivent de l'argent. Ensuite, il y a toute une série de médecins qui se sont laissés tromper, je pense. Moi, pas. Nous, les médecins qui avons réagi, on est une minorité. Il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas nécessairement conscients de ce qui se passe, vous savez, et se sont laissés tromper par tout ça. Donc, ils participent, ils sont obéissants, ils sont dociles. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, pourquoi ça marche? Ça, il faut aller étudier la psychologie humaine. Il y a plusieurs choses. L'être humain est de nature... il va se soumettre à l'autorité. Ça, il y a des expériences que vous connaissez peut-être. Oui. Stanley Milgram, c'est un psychologue américain qui a bien mis en évidence la soumission d'un être humain à l'autorité, surtout si cette autorité tout ce qui est médical, en plus, c'est très fort. Oui. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a le conformisme qui a bien été étudié également. Il y a des expériences assez choquantes quand on voit des gens obéir, même contre leurs valeurs ou contre l'évidence, ils vont obéir parce que ça fait partie d'une pression. C'est dur de faire autre chose que ce que les autres font. En fait, c'est très, très, très dur. Et enfin, il y a plusieurs autres choses. Les gens sont dans le déni, préfèrent rester dans leur zone de confort parce que c'est plus agréable, tout simplement. Oui. Donc, je crois que tout ça explique le fait que, pour le moment, d'une part, il y a des gens qui sont derrière le plan et l'exécutent. Et d'autre part, la grande majorité des gens acceptent ça pour toutes ces raisons-là, pour le moment, parce que ils n'ont pas encore assez de preuves que c'est contre eux tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que ce qu'on fait, ce que vous faites, un peu dans le monde comme ça, c'est très important. Oui, je vous relance comme ça. Comment comprendre que nous avons reçu ici, c'est parce qu'on connaissait Alexandra Arion, qui a été ancienne directrice de l'INSER en France, qui était notre invitée ici. Elle a dit, parce que l'une des choses qu'on vous colle au dos, j'appelle ça comme ça, c'est que vous êtes une petite minorité, je ne sais pas, de complotistes. En fait, vous, moi également, ça veut dire les gens, tout à l'heure les gens disaient, quand on n'adhère pas à leur pensée unique, ils nous traitent de complotistes, n'est-ce pas, d'égoïstes et de méchants, n'est-ce pas? Elle a dit que vous êtes au moins 50 000 médecins scientifiques dans le monde entier qui sont contre cette mascarade. Comment se fait que vous n'êtes pas écoutés? Je pense qu'on l'est. Moi, je commence à voir que je suis dans le sens où mon licenciement a quand même choqué. Ah oui, ça nous a choqué également ici. Ah oui. Voilà, et moi, en Belgique, par les réseaux sociaux, je vois quand même qu'il y a beaucoup de gens que je ne connaissais pas qui s'intéressent du coup à mon travail, à ce que je dis. Oui. Donc, moi, je crois que cette notion qu'on n'est pas beaucoup est une erreur parce qu'en fait, si, c'est juste que les médias n'en parlent pas. Oui. Et ça, c'est logique puisqu'ils font partie du complot. Ils font partie. En fait, le mot complotiste, et ça on le sait depuis longtemps, ne veut rien dire. C'était comme avant, raciste ou négationniste. Ce sont tous des mots qui souvent sont utilisés pour arrêter de discuter avec quelqu'un, pour arrêter un débat. Souvent
Donc complotiste, ça ne veut rien dire. Nous, on met en évidence une mascarade, appelons-la comme on veut, et on est plusieurs milliers de médecins, mais pas seulement, et on est de plus en plus, je crois, et il y a également de plus en plus de gens qui se réveillent. Donc moi, j'ai quand même beaucoup d'espoir. Mais seulement les médias n'en parlent pas. Docteur, le mainstream surtout, et le mainstream, ils ont une pensée unique. Oui, les médias, quand je dis les médias, c'est en fait, il y en a beaucoup, mais les médias, télévisuels, journaux, ils font partie du plan, hein, ils sont vraiment dans le coup, donc, parce qu'ils sont possédés par les gens les plus riches de la planète. Hein, 90% des médias c'est documenté, sont possédés par les gens les plus riches de la planète, et c'est un complot des gens les plus riches de la planète, c'est pas nouveau, contre vous, moi, la population normale, je vais dire. Et il y en a beaucoup qui s'en rendent compte aujourd'hui, donc tous ces mots-là, complotistes, moi je m'arrête même plus, ça veut rien dire, c'est vraiment des mots, c'est des étiquettes. Moi ça ne me touche même plus. Je réfléchis, voilà, j'applique mon esprit critique comme tout le monde devrait faire, et on est de plus en plus à le faire, donc voilà. Nous, on est énormément de médecins, vous avez raison de le dire. En France, en Belgique, peut-être un peu moins, mais en France, aux États-Unis, en Allemagne, il y a des associations mondiales maintenant de médecins, donc c'est en marche, et voilà, ça bouge. Je suis content de savoir que ça bouge. Je ne sais pas si ça bouge également en Afrique, parce que moi je suis ici en Afrique et peu de médecins en parlent. Je connais un seul médecin camerounais qui a le courage de parler. Les autres ont décidé peut-être de suivre, je ne sais pas, Big Pharma, Bill Gates et tout ce qu'il y a comme millions là-dedans. Alors parfois je me pose la question de savoir, ça s'entend que humain, quand je vois la population, si je vois la réaction des gens, est-ce que nous allons y arriver, docteur? Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce qu'il va finir par vous écouter? Surtout que ces dirigeants sont déterminés. Lorsqu'on voit aujourd'hui avec l'obligation, c'est pas le cas chez vous, des tests PCR, n'est-ce pas? Donc on a prouvé, vous avez prouvé, quand dit par le collège scientifique, une nullité absolue, qui ne servent à rien, qui sont inutiles. Mais ici, chez nous, déjà, ils sont imposés au niveau du ministère Santé, ils sont imposés aux étudiants. D'ailleurs, j'ai pu, je le dis comme ça, m'en procurer, ça se vend même déjà au marché noir. Qu'est-ce que vous dites tout ce qui se passe? On va y arriver, mais à condition. Oui. À condition, moi je crois fort dans les gens, donc je ne crois plus dans les institutions. Non, je ne crois plus dans les institutions. Déjà depuis un certain temps, en tout cas OMS, FMI, tout ça, mais même au niveau national, je ne crois plus pour le moment, tout est figé. Par contre, les gens, c'est une force incroyable. Il ne faut pas nécessairement tout le monde, mais ils peuvent arrêter 2 personnes, pas 10 000. Donc il faut quand même un certain nombre de personnes. Oui. Et ça, j'y crois, mais c'est à condition de ça. Parce que si les gens ne se soulèvent pas, bon, peut-être pacifiquement, mais fermement, pour aller destituer ces gens-là, ça c'est fini alors. Mais j'ai de l'espoir dans ça, moi. J'ai de l'espoir parce que je vois vraiment autour de moi, en tout cas en Belgique, en France, des gens se réveiller de plus en plus. Et avec une détermination. Voilà, ils ont compris que ça bougera pas de son salon, ça bougera pas de sa maison. Il va falloir vraiment à un moment donné sortir et aller prendre ces gens et leur dire c'est fini, vous arrêtez, vous ne méritez pas d'être là. Et voilà. Alors il faudra des policiers, il faudra des juges dans notre cause, et je pense qu'il y en a. Mais ça devra passer par là. Mais tout ce qu'on fait comme travail, vous, moi, tous les gens que vous avez cités, sera déterminant pour amener ces gens, assez de gens à un moment, à faire ce qu'il faut. Mais il faudra ça. Sinon, ça ne bougera pas et alors c'est fini. Vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé au Danemark. Le peuple a dit non pendant 9 jours. Ils ont dit non à ces lois soi-disant. Ils appellent souvent ça les lois. Ils ont un nom ici. Casimir, c'est encore que nom là. Soit distanciation des lois. Ils ont donné un nom ici. Distanciation, je ne sais pas, masque. Il faut dire non. Oui. Non. Ils sont levés au Danemark et le gouvernement a reculé. Oui, c'est ce qu'il faut faire. En plus, c'est ça, c'est génial. On a des exemples. Je sais qu'avant, il y avait eu en Serbie, il y avait eu à Belgrade, tentative de reconfiner, la population est sortie. Voilà, et évidemment, il faut être prêt à réagir parce que parfois il suffit de sortir ou de dire non, parfois il faut aller un peu plus loin. Et donc il faut être prêt, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire parce qu'ils reculeront, ils n'ont pas beaucoup de courage. En général,
se réfugient derrière la peur. La répression. Oui, ils parlent beaucoup et ils menacent, mais s'ils sentent qu'il y a quelque chose en face, ils reculent parce qu'ils n'ont pas beaucoup de courage en général. Ils menacent. Vous savez, c'est un peu comme les caïds dans la cour de récréation à l'école. Ils essayent de faire peur et ça marche pour le moment. Mais plein de gens ont peur ou sont isolés. Ils ont beaucoup divisé les gens aussi. Pour régner, il faut diviser les gens. C'est vieux comme le monde. Donc, ils ont détruit l'amour entre les familles, l'amour entre les amis. Oui. Ils n'ont pas détruit. Je crois que c'est toujours là parce que c'est difficile à détruire. Ils n'y arriveront pas. Mais si nous, on comprend qu'en s'unissant et en étant ensemble, on est super puissant, on est super fort, et on ne recule pas, et c'est eux qui vont reculer. Docteur Pascal Sacré, je vous permets d'écouter un extrait de Hold Up et on revient à vous. Gardez l'écouter. Hein? Oui. Chaque fois que nous perdons une part de liberté au nom de la sécurité, au nom de la santé, on ne les retrouve plus. La peur du virus impacte gravement la santé psychologique de très très nombreux de mes patients. Les sujets âgés ne veulent plus sortir, ils ne veulent plus voir leurs petits-enfants, ils sont terrorisés. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, ils sont pas venus, ils sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostic qui sont majeures. Si j'étais le politicien, je me dirais, j'ai probablement sauvé personne de la Covid et j'ai tué 75 000 de mes concitoyens. Pareil, vous avez des enfants en crèche qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Relisez Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé avec les émotions. On est en train de devenir fou. On a bombardé des villes. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir une précarisation massive de la société. On est juste en train de détruire l'Occident, mais vraiment. On est en France. On fait des ravages. Docteur, vous êtes là? Oui, très bien. Il dit on est en train de détruire... Oui, allez-y. J'adhère à tout ce que j'ai reconnu Louis Fouché, des gens comme ça. Mais exactement, ils ont complètement raison. C'est vraiment grave. Le politicien, j'adore ça. Non, c'est une façon de parler, mais il a sauvé une personne du Covid et on a tué 65 000. 75 000, je crois que c'est même un prix Nobel qui le dit. Hein? Voilà. Oui. Mais il y a quelque chose de très important pour expliquer pourquoi c'est arrivé aussi, c'est la peur. Avec la peur, vous paralysez les gens. Hein. Avec la peur, et en plus, si vous leur dites, il y a cette maladie, attention, et en plus, restez chez vous, il n'y a rien à faire. Il faut attendre un vaccin, c'est terrible ça. Et donc, effectivement, ils ont rendu malades plein de gens qui auraient pu traverser ça sans souci si on les avait rassurés. Vous avez raison, c'est fou. Mais d'ailleurs, on voit vraiment les gens qui ont tout de suite compris ça, ils sont révoltés, et les autres qui ont cédé à la peur. Faut les rassurer maintenant, je crois. Faut les rassurer, c'est ce que je fais, ce que d'autres docteurs font. Les rassurer, à ce moment-là, on peut leur parler, vous voyez. Tant que les gens sont dans la peur, les études psychologiques le montrent aussi, ils sont pas accessibles. Donc il faut d'abord les rassurer, et ça c'est tout le travail qu'on fait aussi. Parlez-nous un peu de cette histoire que Rader appelle l'escroquerie mondiale, les tests PCR, on peut trouver même. Oui. C'est le cœur de l'arnaque. Et ça, je m'y suis intéressé parce que finalement, c'est un test qu'on utilise en soins intensifs, mais vous savez, on utilise des tests sans nécessairement comprendre comment ils marchent. Oui. Et donc là, je me suis évidemment fort intéressé à ça et j'ai découvert que finalement, la médecine qui se laisse guider par les tests, c'est une très mauvaise médecine. Oui. Ça, c'est dans tous les cas. Mais la médecine, c'est au bout des doigts, si vous voulez, c'est clinique. C'est regarder son patient, l'écouter, l'ausculter, c'est ça la médecine. Et on a des tests pour nous aider, en fait. Il faut aller à l'hôpital, mais un bon médecin peut soigner des gens sans jamais aller à l'hôpital, sans jamais amener la personne à l'hôpital. Oui. Pour la plupart des choses, c'est comme ça que ça marche. Oui. Et ici,
Ici, d'abord, déjà, on nous a dit qu'il faut faire un test pour savoir si les gens sont malades. Déjà, ça, c'est complètement aberrant. Moi, je sais quand quelqu'un est malade, quand je l'écoute, quand je l'ausculte, s'il tousse, etc. Et puis, je fais un test. Ici, ils ont déjà dit qu'il faut faire un test. C'est déjà aberrant. En plus, un test à tout le monde. Jamais. Du dépistage, c'est très rare, ça. Pour dépister un cancer, et encore dans des familles, dans des gens qui ont une anomalie génétique, ça a du sens de dépister. Mais sinon, dépistage de masse, c'est de la folie de faire ça. Oui. En général. Mais alors, c'est en plus, on étudie le test en question, PCR, il y a plein de défauts. Ce n'est efficace que si on utilise, par exemple, si vous voulez, une sorte de seuil. Un test est soit positif, soit négatif. Et pour être positif, eh bien, il faut définir un seuil de positivité, de sensibilité. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais ce seuil est déterminant. Or, ils ont utilisé des seuils qui font que tous les tests vont être positifs si on veut. Oui. Donc, ils ne les donnent pas, ce qui est tout à fait... Alors, on peut se poser des questions, c'est qu'ils veulent cacher des choses. Et quand on sait les savoir, on constate qu'ils sont beaucoup trop sensibles et ils ne veulent pas les réduire. Donc, ça correspond bien à cette conviction qu'ils veulent, enfin en tout cas en haut lieu, ils veulent que les gens croient à ça. Voilà. Mais donc, c'est un test qui est faussé parce que il est utilisé avec des seuils trop hauts. En plus, enfin, il y a d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a d'autres choses qui expliquent qu'il n'est pas fiable. Donc, on ne fait pas de la médecine sur base de tests. 2, on ne dépiste jamais en médecine toutes les populations. C'est aberrant, ça ne sert à rien. Et 3, c'est en plus un test qui n'est pas fiable comme il est utilisé. Donc, c'est de l'anti-médecine. Alessandra disait ici, je vais la paraphraser, je ne me souviens pas exactement, on l'a eu il y a 3-4 jours. Elle disait que presque tout est fait dans cette mascarade du Covid pour humilier l'humain. D'abord, on vous muselle. Ensuite, quand vous allez quelque part, on met ce qu'ils appellent thermoflash, une forme de pistolet à côté de votre oreille pour, je sais pas, la température. Ensuite, on vous enfonce des soi-disant tests PR, un long tube au niveau des narines pour enlever. Bref, tout est fait, sans compter les vieillards qu'on a assassinés carrément dans les EHPAD pour humilier l'homme, pour raviler la classe moyenne. Que pensez-vous de sa déclaration? Exactement, oui, parce que je n'ai même pas parlé de ça pour le test. Donc non seulement il est inutile, comme il est fait comme ça, mais en plus il est dangereux. Oui. Parce qu'effectivement, vous avez raison de le dire, il n'est pas anodin. Ça aussi, on a présenté ça comme un petit test, mais non, on peut léser la muqueuse, et c'est une muqueuse très importante, près du cerveau par exemple. Ah bon? Donc des spécialistes de cette région-là, ça s'appelle des ORL, donc otorhinolaryngologistes, enfin je sais plus trop, mais ils le disent. Donc ça peut faire saigner, ça peut entraîner une lésion de cette partie qui est très importante près du cerveau, et c'est en plus pour un test inutile, pour une maladie qui finalement, somme toute, une maladie qui est très 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 loin d'être la pire que l'homme connaît. Donc oui, mais vous avez raison, tout, elle a raison, tout finalement est aberrant, il n'y a rien qui est justifié dans ce qu'ils ont fait, rien. Le masque, comme ils l'ont fait, le masque, donc moi je porte un masque à l'hôpital, ça a du sens, quand je suis près d'un patient potentiellement malade, ça a du sens, mais en dehors, dans la rue, dans sa voiture, à la campagne, et monsieur tout le monde, ça n'a pas de sens, c'est même pire, parce que vous respirez vos bactéries et vos virus que vous expirez, ils sont gardés dans le masque et vous êtes en train de les respirer pendant toute la journée. Incroyable. C'est très mauvais. Et encore une fois, c'est de l'anti-médecine. Et c'est là que je ne comprends pas mes collègues, effectivement, mais je crois qu'ils sont hypnotisés. Ils sont complètement... il y en a qui sont cons, excusez-moi du terme. Oui. Où il y en a qui sont... argent, mais la grande majorité, c'est des gens bien pour faire la médecine. Eh bien, ils sont hypnotisés, ils sont parce qu'ils sont intelligents, ils devraient se rendre compte de tout ça, mais ils sont dans le trip, quoi. Ils sont dans une espèce de... Ils sont pris dans les filets, dans la folie. Voilà. Et on est quelques médecins, mais je crois quand même plus qu'on ne croit, à avoir compris tout de suite que mettre un masque toute la journée, c'est aberrant. Mettre des cotons-tiges au fond du nez, c'est dangereux, c'est inutile. Effectivement, on a hâté la mort de vieilles personnes dans des maisons de repos, et c'est pas fini. On a fait des choses aberrantes dans les hôpitaux. Enfin...
sur toute la ligne. Ah oui, on a empêché les médecins généralistes de travailler, de prescrire les médicaments qu'ils connaissent bien en faisant croire que c'était les médicaments, le danger. Enfin, tout est... D'ailleurs, j'ai écrit des articles sur tout, moi, hein, sur le confinement, sur les vaccins, sur l'hydroxychloroquine, sur les masques, et je sais plus, il y en avait encore. Oui, sur l'immunité, pour bien l'expliquer, tout ce qu'ils ont fait était aberrant, antimédical et injustifiable. Chers auditeurs, vous écoutez bel et bien la 93.8, le média différent NB1. Nous recevons ce matin comme invité le docteur Pascal Sacré, médecin belge, qui a été renvoyé tout simplement après près de 25 ans de médecine, 9 ans dans un hôpital, n'est-ce pas, parce qu'il a dit la vérité, il a dénoncé la mascarade du Covid. Vos collègues scientifiques, médecins qui sont intervenus ici, je les cite comme ça pour voir votre point de vue, ils ont dit ceux qui nous traitent complotistes, ceux qui disent, qui racontent des histoires sur nous. Alessandra Herrion disait par exemple, et c'est vrai, j'ai lu, on la calomnie alors qu'elle dit qu'elle atteint le sommet de la science en France. Elle est intervenue ici en direct, n'est-ce pas, elle est calomniée sur les réseaux sociaux. Elle a dit, mais au lieu de nous calomnier, de m'insulter, venez dans un débat, prouvez-nous que ce que nous disons c'est faux. Ah, même si c'est le ministre, votre ministre de la Santé qui peut venir, qui nous explique tout ce qu'ils font derrière le Covid. Est-ce votre point de vue? Elle a dit, nous sommes prêts à débattre, mais ils ne débattent pas, ils préfèrent insulter, ils préfèrent gazer quand nous voulons parler. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne sauraient pas débattre, évidemment. Là, oui. Ils auraient perdu. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font ça. D'une part, pour nous faire perdre notre sang-froid, prendre notre énergie, parce que pendant qu'on parle avec eux, qu'on essaye de se justifier, on ne fait pas autre chose. Et parce qu'ils ne seraient pas dans un vrai débat, ils le savent très bien, tout ça apparaîtrait. Donc, ils insultent, ils calomnient, oui, c'est ça. Donc, il ne faut même pas se retourner là-dessus, je crois. Il faut continuer. C'est dur, mais en même temps, ça prouve bien qu'ils sont... Je pense que ça prouve bien qu'ils sont justement... ils savent plus rien faire d'autre. et qu'on est dans le bon, qu'on les énerve. Et que donc il faut continuer parce que je pense que ce travail qu'on fait va faire échouer le leur. Et ils essayent de nous distraire avec des insultes. Il suffit de les laisser faire. Ça prouve ils ont rien d'autre. Ils ont vraiment rien d'autre à leur disposition. Ils savent bien et que c'est une question de temps. Les gens, et encore une fois, il en faut pas tout, hein, un certain nombre, et c'est en train d'arriver. Donc, ouais, c'est dur, mais en même temps, moi je vois ça plutôt comme un signe de réussite. On est en train d'y arriver parce que sinon, ils ne feraient pas ça. Le chant dit, n'est-ce pas, ils ont la police, ils ont l'armée. Et moi, je le dis toujours à vos collègues, hein, j'ai mon permis confisqué pendant au moins 2 semaines parce que je n'avais pas de masque. J'étais avec ma famille dans la voiture, plusieurs policiers ont entouré mon véhicule et ont confisqué mon permis, motif non-respect des mesures prétendues barrières. J'ai passé 3 semaines sans permis et je vous dis, c'était pas facile de circuler sans permis. Alors, votre ministre, le ministre belge de la Santé, avoue que la fermeture des commerces n'avait pas de fondement sanitaire, mais visait à créer un électrochoc parmi les populations. Autrement dit, toutes ces mesures de confinement avaient pour but de faire peur. Et dans votre vidéo, vous dites aux gens, ouvrez les écoles. Ici au Cameroun, les gens vont... D'ailleurs, même le système d'éducation a changé à cause de soi-disant Covid, mi-temps, demi-temps. Nos enfants dorment à la maison toute la journée. J'ai mon 3e fils qui passe le temps à dormir parce que les choses ont changé à cause du Covid. Il ne sait même plus. C'est tout à fait bizarre. Vous dites, ouvrez les écoles, enlevez les masques, ouvrez les commerces, ouvrez les bars. Vous en avez ras-le-bol, docteur Pascal Sacré. Exactement, mais il faut savoir que en plus, je me base... Je dis pas ça comme ça, hein. Je suis vraiment complètement persuadé que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on n'a pas parlé d'eux, mais les grandes victimes, enfin il y a les personnes âgées bien sûr, et tout le monde, mais les grandes victimes de cette crise sont les jeunes. Oui. On leur vole leur jeunesse, leur enseignement, ils ont des enseignements télévisuels complètement nuls. Oui. Ils sont livrés à eux-mêmes, en plus on les culpabilise, c'est-à-dire qu'on les rend coupables, c'est de leur faute si le virus circule parce que eux ils se comportent comme des jeunes, c'est honteux. Et c'est les autres grandes victimes de cette mascarade, oui. C'est les jeunes. Donc moi je me bats pour eux aussi parce que c'est l'avenir, les jeunes. Et il ne faut pas que finalement ils soient sacrifiés. Et quand je dis ouvrez les écoles, parce que je sais ce que je dis, par rapport à la maladie, il n'y aura pas de problème. Dans le sens où s'il y a quelqu'un malade, eh ben, voilà, on va regarder. Mais sur la base, la plupart, je dirais, en bonne santé ou qui se sentent bien, ben, qui continuent à
fréquenter les classes, etc., et les profs aussi. Mais il faut casser cette peur qui a d'abord été instaurée de cette maladie dont on a grossi la gravité, dont on a grossi la contagiosité, dont on a grossi tout en fait. Donc il faut d'abord casser ça. Moi je suis prêt à aller dans les écoles, expliquer, parce que je constate quand même quand soit on est face à quelqu'un qui veut même pas vous écouter, mais là je perds pas mon temps. Oui. Je perds mon énergie, mais parfois on se retrouve face à des gens qui ont peur mais qui sont prêts à écouter, et oui. là on peut y arriver. Voilà, moi je crois que c'est ça qu'il faut faire. Non, ce que j'ai dit, c'est vrai que c'est un peu un coup de gueule parce que il faut qu'on s'exprime maintenant. C'est plus le temps des demi-mesures, mais en même temps, je le dis parce que je sais ce que je dis. Voilà, on va avoir plus, oui, de problèmes, de maladies et de morts en continuant comme ça. Il faut arrêter, quoi. Docteur, vous n'avez pas l'impression que la population, vous avez dit qu'on a créé la peur, mais si on essaie de voir cette histoire depuis le début, ils ont dit masque, ils ont menti en France plusieurs fois, le masque n'est pas obligatoire, nous avons des vidéos aussi, vous ne porterez pas le masque. Après, le masque est obligatoire, la planète a presque porté le masque, après le masque c'est le test PCR, n'est-ce pas, aujourd'hui, chez nous ici, mon enfant qui est étudiant, et mes enfants disent que là-bas c'est obligatoire, les enfants ont des choses dans la narine, un peu partout ici. Vous ne pensez pas que de cette manière également, les gens vont accepter facilement la vaccination, qui va finir par rendre les humains des ordinateurs ou des animaux tout simplement, puisqu'ils ont fini par tout accepter sans rien dire. C'est le danger, c'est sûr, il y a un risque. Mais en même temps, beaucoup de gens, entre-temps, se sont réveillés par rapport à mars, avril. Maintenant, c'est aussi une technique psychologique. Il faut expliquer ça aux gens. Oui. Parce qu'on va mieux se comprendre. Et par exemple, on sait qu'on peut déstabiliser quelqu'un en lui disant un truc et le contraire le lendemain. Et ils ont fait exprès de dire masquez-vous. Oh non, on n'a pas de masque, c'est pas nécessaire. Puis 2 mois après, ah non, il faut se masquer. Et les gens savent plus quoi et ils sont perdus. Donc je pense que je crois pas que c'est que de la stupidité. Ça faisait partie de leur technique pour déstabiliser les gens. Quand on explique ça aux gens, ils commencent à comprendre et à se dire bah oui c'est vrai. Et voilà, on va redevenir un peu plus. Maintenant, c'est pas gagné, c'est sûr. Maintenant, par rapport à la vaccination, à la fois dans ce que je vois autour de moi, j'entends, et les derniers sondages, la majorité ne veut pas se vacciner. Maintenant, si on vous dit vous ne pouvez pas prendre l'avion, vous ne pouvez pas aller dans le restaurant, vous ne pouvez plus rien faire si vous n'êtes pas vacciné, là, il faudra se soulever parce que c'est pas possible, ça, évidemment. Justement, j'ai des amis qui sont venus des États-Unis il y a quelques jours. Et on leur a dit, vous ne pouvez pas voyager sans test PCR. Ils ont fait le test certains 2 ou 3 fois. Dans chaque pays, celui que vous avez fait aux États-Unis n'a pas de valeur. Celui qui a été fait en Belgique n'a pas de valeur. Celui qui a été finalement... Il faut refuser, mais c'est dur. Il faut refuser, mais c'est dur. Parce qu'effectivement, pour le moment, ils ont le pouvoir, donc ils imposent quelque chose d'impossible, puisque il faut quand même pouvoir se déplacer. Mais voilà, c'est parce que... on n'est pas encore assez pour dire si on va. Voilà, il y a une bascule. Il faut quand même changer tout ça, et ça va pas se faire de chez soi. Il y a un moment, il faudra quand même bouger, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Et si ça se passe pas, tant pis, on aura perdu. Mais moi, je peux vous assurer que jamais je ne ferai injecter ce vaccin, jamais. Même si on me dit tu vas dans un camp. C'est comme ça parce que je sais vous avez préféré le cas de constatation. On va revenir ici. On est en train de rentrer vers les années 30, 39, 45. Le docteur Gérard Delpine disait que avec le Covid, nous sommes pires que dans le gouvernement de Vichy. Tout à fait. Il dit pire. Il se fait passer pour une démocratie pour le moment encore, pour beaucoup de gens. Alors que oui, c'est une dictature à visage couvert encore. Donc c'est le cas de le dire, masqué. Mais beaucoup de gens commencent à voir clair quand même. Et ils font de plus en plus d'erreurs, ou en tout cas, comme ils savent qu'il y a un facteur temps, c'est un peu une course contre la montre pour eux aussi. Ils font des erreurs où ils vont trop vite parfois, et ils peuvent aller tellement vite qu'à un moment donné, même les plus endormis ne sauront pas faire autrement qu'ouvrir les yeux. Ça, c'est mon espoir.
Votre collègue Jean-Jacques Crèvecoeur que vous connaissez, j'ai communiqué avec lui hier. Vous savez, il a étudié les complots, n'est-ce pas, de ces gens-là. Et beaucoup de choses, c'est un monsieur très bien assis. Il disait, il y a quelque temps, je l'ai vérifié, plusieurs gouvernements dans le monde ont reçu de l'argent du Fonds monétaire international de l'OMS pour confiner la population, pour appliquer les mesures de Covid. Il a cité le président bélarus qui a carrément refusé, on proposait environ 971 millions de dollars. Et je cite ici Jean-Jacques Crèvecoeur et en même temps Gérard Delpine. Ils ont dit il a refusé et ces gens ont décidé de stabiliser son peuple. Vous ne pensez pas que le gouvernement africain, si certains ont accepté cet argent-là, c'est parce qu'ils ont peur de vous, les Occidentaux, toujours prêts à venir s'aimer la guerre et la mort dans notre continent? Tout à fait. C'est l'argent, la peur, enfin il y a tout. Hein. Mais en même temps, il y a des êtres humains. Vous savez, une crise, ça révèle le mauvais des gens, mais parfois le meilleur aussi. Oui. Et on voit quand même des gens, voilà, moi on m'a licencié, j'ai quand même, j'ai tenu bon, et je continuerai. Et je vois ça ailleurs quand même. Donc, à côté de ça, il y a des gens qui révèlent leurs valeurs, et aussi bien dans des personnalités, je dirais pourtant fortes, ou bien insérées dans la société, le docteur Perron, enfin professeur Perron, professeur Raoult en France, des gens comme ça. Autant il y a, oui, du mal qui est là devant nous, autant il y a du bien aussi, je crois. Donc, nous sommes sur le point de sortir d'entretien, docteur Pascal Sacré. Vous savez, quand je pensais à vous hier, je me disais que je vous raconterais une anecdote, n'est-ce pas, que ma femme m'a racontée, venant de son père. Quand j'ai vu Pascal Sacré, je me disais qu'il y a quelques années, vous avez certainement entendu parler du footballeur de renommée mondiale, Pelé, je crois bien. Oui. Alors, elle disait que son père, jeune étudiant en France, ils sont allés un jour voir le match du Brésil, et ce footballeur avait dribblé du milieu de terrain jusqu'à la défense, il allait marquer le but, un but. Alors, un blanc a dit « Sacré Pelé ». Alors, il y avait un noir à côté de lui, il a donné un coup de poing, il a dit, même quand les noirs font du bien, vous les insultez, vous pouvez dire Sacré Pelé. Alors, quand j'ai lu votre nom, cela m'a rappelé cette anecdote-là. Il avait dit Sacré Pelé et il a reçu un coup de poing au visage. Parce que le noir avait pensé qu'il avait insulté Pelé. Alors, vous avez été licencié parce que vous dénoncez la mascarade du Covid. Quel avenir pour notre ami Pascal Sacré? Qu'est-ce que vous pouvez... Il ne va pas s'arrêter là. Hein. Oui. Mais je m'intéressais déjà à beaucoup de choses. Je vais écrire un livre. Je vais faire des formations et transmettre ce que je sais par différents canaux, l'écriture et voilà. Je vous promets déjà que dès que votre livre est dehors, faites-le-moi savoir, je vais en acheter. Hein. Ah, bien sûr. Et créer un centre de formation. Et finalement, maintenant, moi, j'ai plus envie de conseiller les gens, d'aider les gens à ne pas tomber malades plutôt que de les soigner quand c'est trop tard parfois. Oui. Donc, je vais réorienter ma carrière vers ce qui me ressemble le plus aujourd'hui et écrire parce que j'adore ça et continuer le combat jusqu'à ce qu'on ait gagné par rapport à tout ça. De toute façon, ça, c'est pas fini. Avec des belles personnes que j'ai rencontrées grâce à cette crise, parce que finalement, j'ai été licencié, mais ça m'a amené à rencontrer des personnes fantastiques. Tout à fait. Dans notre jargon ici, on dit Pascal Sacré, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'on pense vous faire du mal, Dieu est capable d'ouvrir les portes pour que ce mal-là devienne le bien. Ah ben voilà, ah oui. Tout à fait. Oui. Et ça c'est un côté fantastique parce que c'est des gens que je n'aurais jamais rencontrés avant. Oui. Et non seulement ils m'apportent beaucoup de soutien, mais en plus ils m'enrichissent énormément Et d'ailleurs, j'ai des perspectives nouvelles depuis mon licenciement parce que ça a ouvert des portes et des contacts. Donc moi je suis assez positif comme personne, donc ça va aller, je vais rebondir. Je vous informe déjà que vous êtes le bienvenu au Camerounais, n'importe quand, nous allons vous recevoir et vous n'allez manquer de rien si vous venez au Cameroun. Vous avez déjà des amis au Cameroun. Eh ben d'accord, je retiens et volontiers. D'ailleurs, j'aimerais bien voir, quand tout sera fini, qu'on aura gagné, qu'on se voit tous un jour par tous ces gens qui ont contribué à ça. Qui ont eu le courage de dire non à cette mascarade. Exactement. Ça me ferait plaisir, Pascal Sacré. Qu'on se voit tous quelque part. J'ai surtout des contacts en France, au Québec et en Belgique.
Mais ça, et au Cameroun maintenant, ce sera vraiment une grande victoire si on peut un jour se réunir tous. Merci, merci docteur Pascal Sacré, merci de nous avoir consacré. Vous pouvez tous auditeurs, si on a besoin de vous, une autre fois d'intervenir sur notre antenne. Bien sûr, n'hésitez pas. Docteur Pascal Sacré, merci. Et merci aussi. À bientôt. Au revoir.